Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, la résistance aux antibiotiques atteint un seuil critique. Des infections bactériennes communes sont sur le point de déjouer tous les traitements connus. Comment se vit cette crise au Canada? En faisons-nous assez pour éviter le pire? Quelles sont les nouvelles avenues de recherche? Les experts sonnent l'alarme depuis des décennies. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Les bactéries qui nous rendent malades sont de plus en plus résistantes. Récemment, l'Organisation des Nations Unies a décrété que la résistance aux antibiotiques représentait la menace la plus importante pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Découverte fait le point. Tout a commencé par une moisissure accidentellement déposée sur un plat de pétri. Elle produit une substance capable de tuer des bactéries, un antibiotique. C'est de la pénicilline. Sa découverte en 1928 marque le début d'une révolution médicale. Dès lors, peu importe l'infection bactérienne, les antibiotiques guérissent. Les effets sur l'humain sont minimes. Ce sont des médicaments miracles. Mais plus on les utilise, moins ils sont efficaces. Peu à peu, les bactéries ont évolué, se sont adaptées. À présent, certaines survivent à presque tous les antibiotiques. Ce sont les superbactéries. Les bactéries sont clairement en train de gagner contre nous. Dans certains cas, nous n'avons plus de bons antibiotiques pour les combattre. Le problème, c'est que depuis les années 80, notre pharmacie ne se renouvelle plus. Elle est limitée à une quinzaine de classes d'antibiotiques. Maintenant, on recommence à avoir des patients qui décèdent d'infections à ces microbes-là, alors qu'auparavant, on était capable de les traiter, ces infections-là. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé liste 12 bactéries pour lesquelles on arrive à court de traitement. Elles sont partout, en milieu hospitalier, comme les entérobactéries, ou dans les sols et la nourriture, comme la salmonelle. D'autres sont transmises sexuellement, comme la gonorrhée. Antimicrobial resistance is indeed a slow-motion tsunami for development, especially for the health sector. Si rien n'est fait d'ici 2050, les maladies infectieuses redeviendront une des principales causes de mortalité. La résistance aux antibiotiques pourrait tuer 10 millions de personnes par année. Hôpital général juif, unité K8. À l'entrée de ce corridor, un gardien de sécurité est posté 24 heures sur 24. Nul n'entre ou ne sort sans respecter les consignes strictes d'hygiène. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Là, aujourd'hui, on a 7 patients. Dans cette unité de confinement, le personnel soignant est dédié à seulement quelques patients, tout comme l'équipement médical. En guise de bain, des lingettes désinfectantes. Et pour déloger les superbactéries, le nettoyage est intensif. Ça nous prend des mesures de ce type-là pour empêcher qu'elles se propagent à d'autres patients. Donc, on est vraiment sur la ligne de front de la bataille contre les bactéries multirésistantes. Les superbactéries qu'on retrouve ici sont parmi les plus contagieuses que l'hôpital a dû affronter. L'épidémie est invisible. La majorité des porteurs ne sont pas malades. Mais si ces bactéries atteignent le sang de patient, elles tuent jusqu'à 1 personne sur 2, faute de traitement. Ce matin, la haute direction de l'hôpital rencontre les équipes pour faire le point. Un comité de crise qui perdure. C'est sa 56e rencontre. La meilleure des façons serait de no-cosprayer les équipements, Dr. Lontin, une fois par jour. Une fois par jour, c'est excellent, mais... Le docteur Yves Lontin est le directeur du contrôle des infections. Depuis 7 ans, il mène une lutte contre des nouvelles venues au Canada, une des superbactéries émergentes les plus redoutées au monde, les entérobactéries productrices de carbapénémase, les EPC. Les efforts qu'on met pour
contrôler ce microbe-là sont considérables. C'est la priorité numéro 1 du service de prévention des infections de notre hôpital. Les entérobactéries, ce sont les bactéries ordinaires des intestins. Elles sont la source des infections les plus communes, urinaires, pulmonaires, sanguines. Il fait partie de la flore microbienne normale de tous les individus sur la planète. La seule différence, c'est que ce microbe-là, cette fois-ci, est rendu résistant à tous les antibiotiques ou presque tous les antibiotiques qu'on peut utiliser si jamais il fait une infection. C'est le résultat d'une évolution qui s'opère depuis des décennies. Les médecins ont vu leurs options thérapeutiques fondre progressivement. Cette nouvelle variante d'entérobactéries, les EPC, déjoue cette fois la classe d'antibiotiques de dernier recours, les carbapénèmes. C'était nos gros canons, les bazookas, les canons, la bombe nucléaire, appelez-les comme vous voulez, c'était nos plus gros antibiotiques. Ces bactéries produisent une enzyme, les carbapénémases, qui dégrade les carbapénèmes, ces antibiotiques qui étaient jusqu'alors presque toujours efficaces. Le docteur Christian Lavallée s'intéressait aux EPC alors qu'elles n'étaient qu'une curiosité médicale. Quand une bactérie produit une carbapénémase, elle a, si vous voulez, une enzyme qui est capable de manger toutes les pénicillines qu'on connaît, toutes les céphalosporines qu'on connaît, puis toutes les carbapénèmes qu'on connaît. Donc, avec un seul mécanisme de résistance, 3 grands groupes d'antibiotiques qu'on aimait utiliser parce qu'ils étaient efficaces puis il y avait peu d'effets secondaires, deviennent soudainement inefficaces. Dans la dernière décennie, 5 souches de PC inquiétantes ont émergé. Elles sont apparues à des endroits où il y a eu surutilisation de carbapénèmes. À New York, par exemple, c'est là que les premiers EPC ont proliféré dans les années 2000. Des hôpitaux étaient alors aux prises avec des bactéries multirésistantes. Les médecins ont dû s'en remettre au carbapénème. Ou encore à New Delhi, en Inde, où les antibiotiques étaient en vente libre. Ces excès ont eu des répercussions planétaires. Les voyageurs ont disséminé ces superbactéries à une vitesse fulgurante. Le problème des EPC, c'est que c'est littéralement des dizaines de bactéries différentes. Puis depuis tantôt, on les appelle des EPC, mais c'est que des carbapénémases, il y en a aussi des dizaines de sortes différentes. Puis elles sont pas toutes pareilles, puis elles sont pas toutes détectées de la même façon. Cette résistance touche donc une multitude d'espèces de bactéries, car la recette des carbapénémases, leur arme de résistance, est enregistrée dans leurs gènes. Ce qui est particulier, c'est que ces gènes sont situés sur des bracelets d'ADN mobiles. Il suffit d'un contact pour que ces superbactéries transmettent leur résistance, et ce, même à des espèces différentes. Maintenant, vu que c'est un gène qui peut se sauter d'une bactérie à une autre, ça prend des nouvelles méthodes pour pouvoir suivre la transmission du microbe dans l'hôpital. À l'hôpital général juif, c'est un casse-tête et un défi technique pour suivre les éclosions. Tout se joue au dépistage, au laboratoire de microbiologie. La mesure imposée ici est radicale. Tous les patients hospitalisés doivent révéler le contenu de leur intestin par un prélèvement rectal. Les porteurs potentiels d'EPC sont immédiatement signalés. Pour chaque cas dépisté, l'équipe du Dr Lontin doit investiguer. Il y en a combien environ des porteurs potentiels qui auraient croisé? Leur logiciel recense les endroits, les personnes et les équipements que le patient a fréquentés. L'objectif, retracer la source de chaque contamination. Trouver cet endroit-là, c'est très important parce que ça nous permet de faire des interventions ciblées qui vont nous permettre de renforcer les mesures à cet endroit-là et puis de prévenir qu'il y a d'autres transmissions. L'hôpital général juif a connu la première éclosion d'importance au Canada. Il a tracé la voie en matière de prévention de ces infections. Pour juguler les éclosions, il lui en coûte à présent $1 million par année. L'année dernière, au Québec, une vingtaine d'hôpitaux ont rapporté des cas d'EPC. La responsabilité des hôpitaux qui ont déjà de la transmission, c'est de la contrôler localement pour empêcher que cette transmission-là se propage à d'autres hôpitaux dans la province. Les EPC sont encore très rares au Québec, mais le nombre de porteurs est en croissance rapide.
Il inquiète le Dr Lavallée, à présent en charge du suivi des EPC pour l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, en une année, le nombre de patients au Québec qu'on s'est colonisé avec ces bactéries-là avait doublé. Fait que vous pouvez imaginer que si on fait rien, bien, on se ramasse dans une courbe exponentielle. C'est ce qui est arrivé dans certains pays européens où, en une décennie, le nombre de cas a explosé. En Italie, en Grèce, pour certaines bactéries, une infection sanguine sur 2 est à présent résistante au carbapénème. Pour le moment, au Canada, les EPC sont un problème d'hôpital, mais on craint que la résistance se propage, que les gènes mobiles se dispersent dans le réseau d'eau usée, un bouillon de bactéries intestinales et d'antibiotiques. C'est ce qui préoccupe la Dr Alison McGeer, qui analyse les eaux des usines d'épuration de la ville de Toronto. Dans presque tous les échantillons d'eau que nous avons recueillis, il y avait des gènes d'EPC. Elle en a aussi trouvé au-delà des usines d'épuration, dans les eaux du lac Ontario. Nous concentrons les EPC dans les hôpitaux. Elles sont ensuite rejetées dans les eaux usées qui transmettent leur résistance dans ces eaux où nous nageons, que nous utilisons pour boire. Nous disséminons ainsi la résistance des hôpitaux dans les eaux. En tout moment, des myriades de bactéries voyagent et s'échangent ces gènes mobiles. N'importe quand pourrait émerger une nouvelle superbactérie, cette fois-ci apte à se propager en communauté, comme des infections urinaires. On pourrait se ramasser à un certain moment où, dans le fond, des bactéries qui donnent des infections aux gens qui sont à la maison, qui ne sont pas des gens très malades aux soins intensifs, se ramasseraient du jour au lendemain avec plus beaucoup de traitements à leur offrir. Outre les EPC, une dizaine d'autres superbactéries sont en train d'évoluer et de franchir les dernières lignes de défense. Tôt ou tard, elles y parviendront. Et si rien ne change, elles seront incurables. Mon travail est de retarder l'émergence de la résistance autant que possible. Tout indique que nous pouvons la retarder de quelques années, voire de quelques décennies, mais pas indéfiniment. Pour ceux sur la ligne de front, l'objectif est de contenir les superbactéries et de prolonger la durée de vie des derniers antibiotiques. Après la pause, préservez ce qu'il reste d'antibiotiques. Les antibiotiques sont-ils appelés à disparaître? Les cas de bactéries multirésistantes aux antibiotiques se multiplient. Malgré les avertissements, malgré les superbactéries, malgré les morts, l'usage d'antibiotiques continue de croître, et vite, de 30 % entre 2000 et 2010 seulement. Les antibiotiques, plus on les utilise, moins on en a. Leur utilisation cause leur perte d'efficacité. C'est parce que les bactéries ont des millions d'années d'évolution d'avance sur la médecine. Pour tout antibiotique, la riposte existe depuis longtemps dans l'environnement. Ainsi, 22 ans seulement après l'introduction de la pénicilline, les premières bactéries résistantes sont apparues, et 16 ans après la mise en marché de la vancomycine. C'est ainsi pour tous nos antibiotiques. En quelque sorte, les réserves d'antibiotiques s'épuisent. Les antibiotiques sont une ressource limitée. Nous devons absolument les traiter comme des biens précieux, mais nous ne le faisons pas. Depuis des décennies, des tonnes d'antibiotiques sont déversées dans l'environnement. En Amérique du Nord, 80 % des antibiotiques ne servent pas aux humains. Ils sont donnés aux animaux d'élevage. La surutilisation d'antibiotiques en agriculture et en élevage est de plus en plus inquiétante.
Elle peut causer une résistance transmissible aux humains. Chez l'humain, au moins une prescription sur 3 est inappropriée. Pour préserver ce qu'il reste d'antibiotiques, se forment des équipes d'infectiologues, d'infirmières, de pharmaciens consacrés à réduire la consommation d'antibiotiques. Ils observent les pratiques dans toutes les unités des hôpitaux. C'est une nouvelle approche, l'antibiogouvernance, la gestion des antibiotiques. Nous devons trouver une façon sécuritaire pour limiter l'utilisation d'antibiotiques. À Toronto, Andrew Morris a fondé un des premiers programmes d'antibiogouvernance en Amérique du Nord. C'est aujourd'hui un des plus importants. C'est un modèle qui peut être appliqué aux humains, mais aussi aux animaux. Il peut être mis en pratique dans les CHSLD, en milieu communautaire, en dentisterie, etc. On retrouve au Canada des champions de cette nouvelle approche, dont certains au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Un transfert de la voie IV à orale. Le docteur Louis Valiquette a développé ici un logiciel. Il aide le pharmacien à réviser systématiquement toutes les prescriptions d'antibiotiques, plus de 150 par jour. Le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il interface les données du dossier patient électronique, toutes les données pertinentes là, de signes vitaux, radiologie, laboratoire, admission, prescription. Le logiciel va réanalyser toutes ces données-là, puis il va identifier les prescriptions qui sont potentiellement sous-optimales, qui nécessitent une amélioration. Ces modifications permettent d'éliminer les prescriptions inutiles et de préserver les antibiotiques les plus précieux. Lui était sensible au Bactrin. OK, ouais, mais bonne idée. Depuis 2010, nos pharmaciens ont fait plus de 15 000 interventions acceptées par les prescripteurs du CHU. Rapidement, on a démontré des impacts au niveau de la consommation des antibiotiques, une diminution qui pourrait aller jusqu'à 25 % de moins d'antibiotiques. À l'hôpital Sunnybrook, à Toronto, le docteur Jérôme Lys décortique les causes qui incitent les médecins à trop prescrire. Par exemple, cette habitude ancrée de commander des analyses d'urine. Les urines sont les tests microbiologiques les plus surcommandés en médecine. C'est pas un phénomène local, c'est pas un phénomène propre à Sunnybrook, c'est même pas un phénomène canadien, c'est international. Dès qu'il y a présence de bactéries infectieuses, les médecins ont tendance à prescrire des antibiotiques, à tort. Entre 30 et 70 % des cultures urines positives où le patient est asymptomatique, sans symptômes d'infection, sont traités avec des antibiotiques. Ça, c'est des ordonnances d'antibiotiques complètement non nécessaires et qui contribuent au développement de la résistance. Ici, les tests sont commandés seulement quand un patient présente des symptômes d'une infection. On a pu éviter plus de 2000 cultures d'urine par an et on a évité des centaines d'ordonnances d'antibiotiques. Son collègue, le docteur Nick Dineman, va encore plus loin. Il ébranle un dogme, celui sur les durées des traitements d'antibiotiques. Ce sont des traditions transmises de génération en génération. Mais lorsqu'on cherche les preuves scientifiques derrière ces pratiques, on ne les trouve pas toujours. Combien de temps les traitements doivent-ils vraiment durer? 7 ou 14 jours? Pour plusieurs infections, la science n'a pas tranché. Nick Dineman démontre que les pratiques varient d'un médecin à l'autre. C'est incroyable que nous ne puissions même pas répondre à cette question essentielle. Combien de temps devrions-nous traiter les patients? Un traitement plus court serait-il aussi efficace? Pour le savoir, il démarre l'étude BALANCE, une étude d'envergure qui se déploie sur 30 hôpitaux canadiens et 30 internationaux. Elle s'intéresse aux infections les plus graves, les bactériémies, les infections du sang. Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke est un des sites du projet. Les sujets de l'étude sont des patients très malades, généralement aux soins intensifs. Avec ces patients-là, contrairement à un enfant qui a une otite en première ligne, ces patients-là, quand on se trompe, on n'a aucune marge de manœuvre. Ils décèdent, ils meurent quand on se trompe. S'il est possible de réduire le traitement pour ces infections graves, il le sera peut-être aussi pour d'autres infections moins sévères.
Des études préliminaires suggèrent qu'une prescription plus courte serait suffisante. L'étude Balance veut le confirmer. Elle pourrait alors améliorer les pratiques médicales une fois pour toutes. Nous pourrions modifier les traitements de ces infections communes et réduire de façon importante l'utilisation d'antibiotiques dans le monde. Ces hôpitaux pionniers ont servi de modèle. Depuis 2013, les hôpitaux canadiens ont l'obligation d'avoir des comités d'antibiogouvernance pour obtenir leur accréditation. Mais d'un hôpital à l'autre, les efforts investis sont encore inégaux. La plupart des hôpitaux n'ont aucune idée de la quantité d'antibiotiques qu'ils emploient. C'est un gros problème. Notre système de surveillance est nettement insuffisant pour faire une réelle différence. Mon rêve, ça serait qu'on ait un système provincial et national de surveillance, qu'on puisse se comparer, qu'on puisse avoir des données d'hôpitaux semblables. On n'a pas de réseau encore structuré, fait que ça manque beaucoup. Sans un changement de cap, l'ère des antibiotiques pourrait prendre fin, préviennent des experts. Les antibiotiques ne seraient alors qu'une parenthèse dans l'histoire de la médecine. Sans antibiotiques, la médecine moderne telle que nous la connaissons ne pourra continuer. Les avancées médicales du 20e siècle ont été édifiées sur l'assurance de pouvoir guérir les infections. Les antibiotiques permettent d'ouvrir le corps et de l'exposer aux chirurgies. Ils protègent les prématurés, de même que les patients ayant subi des chimiothérapies, ceux ayant reçu des transplantations d'organes ou de moelle osseuse. Toute une population rendue vulnérable aux infections. Si nous ne changeons rien, il faudra arrêter certaines de ces procédures, car nous serons incapables de traiter les infections si elles surviennent. C'est la première fois depuis la découverte des antibiotiques que nous en sommes si près. Les médecins auront beau retarder ce moment catastrophique, tôt ou tard, ils auront besoin de nouveaux antibiotiques. Après la pause, à la recherche de nouveaux antibiotiques. Des bactéries, des champignons. Mais ceux-ci ne sont pas des ennemis. Ils sécrètent des antibiotiques. Ils sont à l'origine de presque toute notre pharmacopée. Ils viennent de partout. La vancomycine a été découverte dans les sols de la jungle de Bornéo. La daptomycine au pied du mont Ararat en Turquie. L'érythromycine sur une île philippine. Les années 40 et 50 ont été l'âge d'or des antibiotiques. Puis, le filon s'est tari. Les scientifiques ont beau fouiller les sols, ils n'en ont plus trouvé. Dans les dernières décennies, ils se sont tournés vers la chimie synthétique, espérant construire de nouvelles molécules. Un échec. À ce jour, nous n'avons pas découvert de nouveaux moyens pour trouver des antibiotiques. Quand on retourne dans les sols, on retrouve les mêmes vieux antibiotiques. Nous avons épuisé les recours de la chimie, alors. Qu'allons-nous faire maintenant? Depuis 30 ans, aucune classe d'antibiotiques n'a été découverte. Les nouveaux médicaments mis en marché ne sont que des variations de ceux qui existent déjà. Ils nous achètent un peu de temps. Les grandes compagnies pharmaceutiques ont pour la plupart abandonné la recherche d'antibiotiques. Elles leur ont préféré des traitements contre les maladies chroniques, comme l'hypertension, plus lucratifs. Il n'y a aucun nouvel antibiotique en essai clinique. Il est impossible de résoudre ce problème pour l'instant. Tout cela parce que nous n'avons pas investi dans la recherche fondamentale ces 20 dernières années. Confrontés à l'impasse, de plus en plus de scientifiques retournent à la source, l'environnement. La chasse aux antibiotiques est à nouveau ouverte. Les scientifiques prospectent les grottes reculées, les océans et même la peau de lézards géants.
il croit qu'il y a moyen d'en extraire de nouveaux antibiotiques, comme Jerry Wright à l'université McMaster. Il est normal de retourner vers ce qui a fonctionné autrefois et d'y appliquer de nouvelles technologies et méthodes. Il rassemble des sols de partout au Canada. Sa collection compte 20 000 micro-organismes. Son laboratoire de pointe passe au peigne fin les substances qu'ils produisent à un rythme industriel en menant des dizaines de milliers de tests par jour. En séquençant le génome de ces micro-organismes, nous identifions des programmes génétiques qui permettent la production de molécules jamais vues auparavant. Et contrairement aux chercheurs passés, il ne limite pas sa recherche aux antibiotiques. Ces micro-organismes produisent plusieurs substances. Combiner cette chimie qui a évolué pendant des années se révèle être très utile. En Nouvelle-Écosse, dans le parc national de Kijimkwijik, il trouve un champignon, l'Aspergillus versicolor. Il produit la première arme capable de défaire les superbactéries les plus craintes, les EPC, les entérobactéries productrices de carbapénémase. Cette nouvelle substance détruit les carbapénémases. Elle désactive la résistance et les antibiotiques redeviennent efficaces. Cela fonctionne en éprouvette, mais aussi sur les animaux. En combinant l'antibiotique avec notre substance, les symptômes disparaissent et l'animal survit. C'est un résultat excitant. La découverte est majeure, car elle protégerait les carbapénèmes, ces antibiotiques de dernier recours, pour encore plusieurs années. Nous ne savons pas du tout si ça se rendra jusqu'aux patients. Mais on essaie très fort de transformer cette découverte en médicament utile. À Boston, Slava Epstein est un des rares qui a pu trouver une nouvelle classe d'antibiotiques prometteuse depuis les années 80. Il l'a trouvée dans le sol, dans le Maine. C'est qu'il a percé un des plus grands mystères de la microbiologie. La majorité des micro-organismes ne se multiplient jamais en labo. Nous en savons très peu sur ces bactéries. C'est pourquoi nous appelons cette majorité la matière sombre microbienne. Cette matière sombre représenterait 99 % de la matière microbienne. Notre pharmacopée repose donc sur l'infime proportion connue, le 1 %. Il manque quelque chose dans les laboratoires. C'est pourquoi 99 % des bactéries ne s'y développent pas. Dans les boîtes de pétri, il manque des nutriments, des signaux chimiques ou je ne sais quoi. Tandis que la nature fournit ce qu'il faut. Son idée est de cultiver ces bactéries directement dans leur milieu naturel. Il utilise pour cela un simple dispositif en plastique. C'est ce qu'il appelle un isolation chip ou iChip. Chacun de ces trous constitue une cage de bactéries. Il suffit d'y déposer quelques bactéries trouvées en nature. Des membranes les enferment, mais laissent filtrer les nutriments. Reste à les enfouir dans leur sol d'origine pendant quelques jours pour les multiplier. Dès les premiers essais, de nouvelles bactéries prolifèrent dans le iChip. Lorsqu'on voit une augmentation du nombre de colonies, non pas de 10 % ou même de 100 %, mais de 30 000 %, on sait qu'on a accompli quelque chose, qu'on accède, au moins partiellement, à cette mystérieuse matière sombre. Avec le iChip, il découvre la texobactine, cette nouvelle famille d'antibiotiques potentiels, ce qui signifie qu'elle emploie de nouvelles stratégies pour tuer les bactéries. L'accessibilité à ce que ces organismes contiennent suscite un sentiment d'exaltation devant l'étendue des opportunités qui s'ouvrent à nous.
Dans les 2 dernières années, le iChip a révélé plus de 30 000 nouvelles bactéries et une dizaine de substances prometteuses. À présent, Slava Epstein veut faire voyager le iChip pour revisiter la planète. Il est optimiste. Il rêve d'un nouvel âge d'or. Nous en découvrons à un taux 1000 fois plus élevé que l'industrie. Du moins avant qu'elle ne s'effondre il y a 20 ans. Nous avons peut-être à présent un moyen de faire revivre cette industrie. En l'absence d'intérêt des grandes compagnies pharmaceutiques, c'est aux universitaires de démontrer l'efficacité de leurs découvertes, sans garantie de réussite. Il faudra au moins une décennie et des milliards de dollars avant que leurs médicaments ne se rendent sur les tablettes. En attendant, peu de solutions arrivent pour contrer les nouvelles superbactéries, pour secourir ceux sur la ligne de front, pour qui le temps est compté. Il n'y a pas de solution immédiate. Nous devrons attendre. Entre-temps, nous devons en subir les conséquences. En 2016, dans une déclaration conjointe, 85 compagnies du milieu pharmaceutique ont reconnu l'urgence d'agir. Ils ont cependant pressé les gouvernements de les aider dans le développement d'antibiotiques. Nous avons grandement besoin de relancer l'intérêt, de financer et de stimuler la recherche fondamentale et le développement d'antibiotiques. Même avec un réinvestissement, une question plane. Existe-t-il encore beaucoup de médicaments miracles à découvrir, assez pour soutenir notre consommation pour encore au moins un autre siècle? Personne ne le sait. C'est pour cela qu'il faut déjà explorer de nouvelles solutions. Après la pause, les nouvelles armes. Thomas Patterson fait partie de ceux pour qui les antibiotiques n'ont pas fonctionné. Il serait sans doute mort si ça n'avait été d'une thérapie du siècle dernier. J'étais en santé et heureux. Nous étions en vacances en Égypte lorsque notre saga a débuté. C'était à l'automne 2015. Il était avec sa femme, Stéphanie. Il y a contracté une infection. Lorsque les médecins ont reçu les résultats, ils étaient terrifiés. C'était selon eux la pire nouvelle possible. La cause, l'Acinobacter baumannii, une superbactérie. Son surnom, l'Iraqibacter, une terreur pendant la guerre en Irak. C'est une bactérie qui ramasse des gènes de résistance et devient à son tour très résistant aux antibiotiques. C'est ce qui est arrivé avec Tom. Robert Scully est le médecin de Thomas et un ami de longue date. Ils lui ont donné les meilleurs antibiotiques, mais déjà, il fonctionnait de moins en moins. 3 mois après son retour d'Égypte, les médecins multiplient les cocktails d'antibiotiques. En vain. Ses poumons ont commencé à lâcher, puis ses reins, son cœur, son système nerveux central. Chaque organe qui lâchait augmentait la gravité des autres. C'est quand il a commencé à sombrer dans un coma de plus en plus profond que j'ai réalisé que nous allions le perdre. En mars, la fille de Tom prend cette photo qu'elle croit être la dernière. Ce jour-là, Stéphanie s'adresse à Tom, alors inconscient. Je lui ai dit, si tu veux te battre, il va falloir donner tout ce que tu as, parce que les médecins n'ont rien pour tuer cette bactérie. Serre-moi la main si tu veux vivre, et je ferai tout pour te sauver. Je trouverai une forme de thérapie alternative. J'ai attendu, et il m'a serré la main. Sur Internet, Stéphanie fouille la littérature scientifique. Ce qui facilite ses recherches, c'est qu'elle est épidémiologiste en maladies infectieuses. Un article attire son attention. Il porte sur une approche radicalement différente et même effrayante. Elle fait appel aux phages, des virus actifs.
Depuis des millions d'années, ce sont des prédateurs naturels de bactéries. C'est un Québécois, Félix Derel, qui a découvert leur potentiel curatif il y a 100 ans. Mais l'arrivée des antibiotiques dans les années 50 a éclipsé ses travaux. Longtemps utilisés en Union soviétique, les phages sont encore employés en Géorgie et en Pologne, mais les études rigoureuses sont rares. Devant la pénurie d'antibiotiques, les phages regagnent l'intérêt des chercheurs occidentaux. Stéphanie contacte le Dr Schooley. Je lui ai demandé « Que penses-tu de la phagothérapie ?» Je sais que ça fait un peu ésotérique, mais il a tout de suite répondu « Quelle idée intrigante !» Les recherches de Stéphanie aboutissent à l'autre bout du pays, près de Washington, au centre de recherche de la marine américaine. Ici, les chercheurs tentent d'abattre l'Iraqibactère depuis des années. Ils possèdent une des plus importantes collections de phages au pays. Ils cherchent encore comment les employer. Ils ont réussi récemment à traiter des souris infectées. C'est tout un saut que de passer des études sur des animaux avec une infection particulière, dans un contexte spécifique, au traitement d'une personne réelle en état d'urgence. Tom est un cas idéal. Il n'a plus rien à perdre. La Food and Drug Administration l'autorise à recevoir le traitement expérimental, ce qu'elle appelle un traitement par compassion. L'idée est de lui injecter des millions de ces phages. La stratégie de ces virus est de s'attacher à leur proie, les bactéries. Ils leur injectent le matériel génétique et les bactéries deviennent alors des incubateurs. Puis, elles meurent en libérant cette multitude de phages. Une fois toutes les bactéries détruites, les phages sont alors évacués naturellement. Le grand avantage des phages, c'est que ce sont des armes de précision, contrairement aux antibiotiques qui ne distinguent pas les bactéries ennemies des bonnes. Les phages sont spécifiques non seulement à l'Acinetobacter, mais aussi à des variantes génétiques précises. On ne peut donc pas trouver un phage qui va tuer tous les Acinetobactères, quels qu'ils soient. Ils doivent alors choisir quelques espèces de phages capables de s'attaquer spécifiquement aux superbactéries qui infectent Tom. Il en faut plusieurs pour ne laisser aucune bactérie vivante qui pourrait développer une résistance. Pour choisir des phages, nous avons testé tous les phages de notre collection contre la bactérie pathogène. Les phages choisis viennent d'ici, des bouts d'une station d'épuration à Laurel, près de Washington. Un endroit idéal pour y trouver des phages adaptés aux bactéries humaines. Une semaine plus tard, les phages parviennent à Tom. Il est alors dans le coma depuis des semaines. Robert Schooley décide de les injecter directement dans le sang. Il espère ainsi atteindre un maximum de bactéries. La mesure est risquée. Nous avions peu de références. Quelle dose utiliser, s'il fallait l'injecter dans le sang. Nous tentions de régler ces problèmes au fur et à mesure. 3 jours après avoir commencé le début des traitements, il s'est réveillé. Il a reconnu sa fille aînée, a soulevé sa tête de l'oreiller et a embrassé sa main. C'était un revirement de situation miraculeux. Sortir d'un coma comme celui-ci, c'est voir s'allumer une suite de lumières, une à la fois. Votre mémoire revient lentement. Cela prend plusieurs semaines à se remettre de ce genre d'expérience. Thomas a perdu 100 livres, de la masse musculaire. Il doit réapprendre à marcher, à parler. 9 mois après son entrée à l'hôpital, il en ressort enfin. Le cas de Tom a été un déclencheur. Il a relancé l'intérêt mondial pour la recherche sur la phagothérapie. Ce qu'il faut maintenant, ce sont des essais cliniques organisés, plus traditionnels, avec des groupes contrôle, pour valider ce que nous avons dû tester à la volée avec Tom. Pour venir en renfort aux antibiotiques, d'autres approches sont à l'étude.
Il y a bien sûr les vaccins, mais aussi l'immunothérapie et la modification du microbiote humain. Pour la plupart, il faudra encore plus d'une décennie avant qu'elles ne contribuent à la lutte. Le plus gros défi de la résistance aux antibiotiques est qu'il n'y a pas une solution, mais beaucoup de solutions. Et nous avons besoin de chacune d'entre elles. Pour la première fois de ma carrière, l'ampleur des répercussions de la résistance, surtout pour le système de santé, est réalisée. Le déclic s'est enfin fait. L'urgence est enfin reconnue. Mais pour faire face au problème, il faut encore une mobilisation mondiale, impliquant les gouvernements, les entreprises, les hôpitaux et même les patients. Je suis optimiste. Je crois que nous pouvons obtenir des résultats d'ici 10 ans si nous conservons cette implication et cet intérêt que nous avons vus récemment. Le risque est celui de reculer, de perdre du terrain, des années d'espérance de vie. Les solutions doivent arriver rapidement, car de jour en jour, la facture augmente, le nombre de morts s'accroît et les superbactéries évoluent. Les doses encore efficaces sont comptées. Après la pause, la maladie débilitante chronique. Un aperçu. La semaine prochaine, la maladie débilitante chronique. Fin août, dans une ferme de la région, une maladie contagieuse et mortelle a été détectée chez un cerf rouge. La découverte de ce cas de la maladie débilitante chronique des cervidés, ou MDC, jusque-là jamais observée au Québec, a déclenché une opération inédite. La maladie débilitante chronique, dimanche prochain, à découverte. Pour suivre l'actualité scientifique à Radio-Canada, 2 autres rendez-vous. À la radio, le dimanche, les années-lumière. Sur le web, la Zone Science et la page Facebook de Radio-Canada Science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Expliquer, vérifier, personnaliser. C'est ça, l'info tout compris de Radio-Canada.